Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le professeur Péron en colère, recadre un député, La République en marche. Aujourd'hui, je vais encore passer très vite sur l'intro car la vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, mais je pouvais pas faire autrement. Je peux vous dire qu'il va y avoir vraiment du sport. Le professeur Péron est un homme qui respire le calme et la sérénité, mais cette fois on a senti que la malhonnêteté de la situation et du député La République en marche en face de lui l'ont fait sortir de ses gonds. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite tous sur Odyssée. Pour ceux qui connaissent pas encore Odyssée, c'est comme YouTube mais sans absolument aucune censure et avec des récompenses pour aider vos créateurs favoris. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour pouvoir vous inscrire. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 39 000 sur ma nouvelle chaîne Odyssée et de plus en plus de youtubeurs nous rejoignent tous les jours. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal pour mes vidéos qui sont démonétisées. Alors nous allons commencer avec monsieur Franck Delvaux, le coprésident de l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Donc monsieur Patrick Delvaux, que pensez-vous des nouvelles restrictions liberticides mises en place avec le couvre-feu? C'est complètement incompréhensible, surtout que le président de la République, dans son allocution, a bien précisé que le protocole sanitaire était respecté par les restaurants, les bars, les brasseries. Et je le confirme, à 95%, le protocole sanitaire est respecté dans notre profession. Donc on ne peut pas dire d'un côté, c'est bien, vous respectez le protocole sanitaire, et puis d'un autre, ben, on vous ferme. De plus, 21 h, c'est une fermeture déguisée. C'est la mort annoncée de notre profession. Et oui, c'est effectivement une ruine annoncée pour les bars et les restaurants. Mais peut-être que le couvre-feu, donc un mini-confinement, est justifié car il permettrait de nous protéger du grand méchant loup. Écoutons. Monsieur Nabarro est envoyé spécial de l'OMS pour le Covid, en charge que du Covid. Absolument. Ouais. Et ce haut responsable de l'OMS a été président et conseiller du secrétaire général de l'ONU pour le développement durable. Ce que nous précise David Nabarro est que les dégâts collatéraux du confinement, des confinements partiels et de l'ensemble de ces mesures de restriction sont tels sur l'augmentation de la pauvreté, sur le doublement de la malnutrition dans le monde, qu'il ne le recommande plus actuellement à l'OMS. Donc en fait, l'OMS ne le recommande pas du tout, car au final, ces mesures liberticides augmentent de manière considérable la précarité des plus pauvres, alors qu'elles augmentent en même temps la fortune des plus riches. Mais peut-être que Macron et son gouvernement intègre peuvent-ils le justifier, ce couvre-feu, par des études sur le sujet? Ce que l'on voit, c'est que nous n'avons aucune étude scientifique qui permette de soutenir l'efficacité du couvre-feu actuellement sur la Covid. Dans aucun pays du monde, aucun pays n'a étudié et montré l'efficacité de ces mesures. Mais ce qui a été fait en Guyane, ça a montré son efficacité. L'efficacité de la Guyane est essentiellement liée à la vague sud-américaine qui s'est produite dans le même temps. Et l'on ne sait pas, parmi l'ensemble des mesures qui ont été prises, si le couvre-feu y est pour quelque chose, en plus ou en moins. Donc au final, aucune étude sur le sujet, ça sort juste de la tête du Macron. Maintenant, écoutons Pacôme Rupin, un député de 35 ans de la dictature en marche, s'exprimer sur la situation de la grande terreur qui nous habite actuellement. Moi, je veux rappeler simplement la gravité de la situation, pour commencer. On est en ce moment à 50% des lits dans les hôpitaux franciliens qui sont pris par des patients atteints du Covid. Et on a dépassé le seuil des 30 000 contaminations par jour dans le pays. Donc on sait très bien ce qui va se passer dans 3 semaines. Dans 3 semaines, les hôpitaux seront dans un état de saturation. Et donc si on ne prend pas des décisions difficiles, dures aujourd'hui, les hôpitaux seront débordés. Donc voilà, il lit encore dans sa boule de cristal pour nous prévoir la situation terrible, désastreuse, épouvantable, catastrophique qui va tous nous tuer dans 3 semaines. Écoutons la vérité de la réalité. Une augmentation qui est 30 fois inférieure à ce que nous avons connu au printemps. Oui, mais on oublie le printemps. Sans comparer au printemps, là, actuellement, lorsque l'on assiste à ça, que doit-on faire d'après vous? Il est important de comparer au printemps parce que les vitesses sont celles qui vont déstabiliser les systèmes de soins. Or, le système hospitalier, depuis le printemps, avait une certaine capacité à se réorganiser à condition que l'État joue dans ses capacités d'organisation, la redistribution et l'ensemble des moyens matériels et humains qui étaient nécessaires. Donc voilà, nous avons une augmentation qui est 30 fois inférieure à la véritable épidémie du printemps. Tout est dit, revenons sur le plateau. Christian Péron, est-ce que ce couvre-feu est utile pour la situation sanitaire? Est-ce qu'il peut empêcher le virus de circuler? Bien sûr que non, moi j'hallucine. Moi j'étais conseiller de gouvernement de droite et de gauche pendant 15 ans quand j'ai présidé le Haut Conseil de la Santé publique. Je dois dire que j'hallucine parce que d'abord quand on nous dit qu'il y a une explosion du nombre de cas, c'est pas des cas, c'est des faux positifs parce que le test PCR pour chercher le virus dans le nez, en France on fait 45 cycles d'amplification, c'est un peu technique. En Allemagne ils en font que 20-25, ça veut dire que
la plupart des gens qui reçoivent un papier, vous êtes positif, ne sont pas positifs, ils sont pas malades, ils n'ont aucun symptôme. Mais alors y aurait-il une sorte de propagande de la peur? Écoutons Pascal Praud s'adresser à Florian Bachelier, un autre député de la dictature En Marche. Je le dis à vous, puisque vous représentez la majorité. Vous ne voulez pas vous attaquer aux services publics qui, comment dire, j'allais dire en doctrine. Si, en tout cas, c'est de la propagande. C'est de la propagande. Donc vous voulez pas vous attaquer à cela. Pardon, monsieur Promet. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais personne n'ose le faire. Personne n'ose le faire. Donc faut y aller. Écoutez tous les humoristes. Écoutez tous les humoristes de cette belle station publique. Écoutez la ligne éditoriale, etc. Donc on a aujourd'hui le résultat de tout ça. Donc j'en ai bien conscience. Oui, mais vous en avez conscience. Merci de le dire. Merci de le dire. Je sais pas si t'imagines, le gars c'est un député de la dictature En Marche qui reconnaît devant tout le monde sur un plateau télé qu'il a bien conscience que le service public, donc le groupe France Télévisions, est un service de propagande. C'est juste énorme. Et au final, c'est normal. Nous sommes en dictature, mes amis. Il y a un sujet sur les matinales, il y a un sujet sur la fin de séquence. Je suis bien d'accord avec vous. Puis je vois aussi les budgets. Je suis d'accord avec vous. Le budget Radio France, c'est plus que celui de l'Assemblée nationale, par exemple. Mais vous vous rendez compte que je gère. pour nous taper dessus en plus. Non mais franchement, on paye vraiment pour se faire insulter. On paye pour se faire insulter. C'est le sujet. Enfin, franchement. C'est le sujet. En même temps, il y a des émissions formidables. Mais la ligne éditoriale, oui, pose parfois question. Et oui, tout ça payé avec nos impôts, des gens qui sont payés pour nous faire de la propagande, nous asséner de mensonges, manipuler l'opinion. Et même ce député le reconnaît. On marche sur la tête. Il y a ce chiffre de 17% de positivité des tests qui sont pratiqués. Ça fait peur, ce chiffre. Mais il fait peur, c'est volontaire, parce que le gouvernement veut nous faire croire qu'il y a une deuxième vague. C'est le chiffre d'hospitalisation qui est inquiétant. Dans aucun pays du monde, il y a une deuxième vague, je suis désolé. Parlons du chiffre d'hospitalisation, alors, monsieur. Les chiffres d'hospitalisation sont stables. J'ai les chiffres de l'assistance publique et de toute l'île de France. Mais il y a eu 200 hospitalisations supplémentaires en une petite dizaine de jours sur toute l'île de France. L'île de France, c'est large. 200 cas. Je sais pas si vous imaginez 200 cas en réanimation pour une population de 12 millions d'habitants en Île-de-France. En pourcentage, ça fait du 0,0001%. Et on nous bloque toute l'économie en plongeant dans la faillite notre pays pour ce pourcentage qui est ridicule. Et concernant la saturation des lits, ils l'ont provoqué. Ils ont fermé 2000 lits de réanimation en France depuis mai au lieu de les augmenter comme ils l'avaient dit. Leur excuse est qu'ils ne trouvaient plus de personnel. Alors écoutons le professeur Toussaint. L'hôpital a-t-il besoin actuellement de 12 années de médecine pour arriver à soigner des patients qui sont maintenant protocolisés sur de l'oxygénothérapie à haut débit, sur des anticoagulants, sur des corticoïdes et sur des protocoles dont on connaît l'efficacité puisqu'elle a réduit la mortalité de 50%. Ce qu'il faut surtout, c'est avoir des forces vives, notamment pour retourner en réanimation, les patients obèses, les patients sédentaires qui ont besoin de se positionner en position ventrale et en position dorsale et sur lesquels là on a d'énormes besoins. Et oui, on n'a pas besoin que des docteurs, on a surtout besoin d'aides-soignants que l'on peut former très rapidement, mais on peut les former si le gouvernement le veut. Mais est-ce qu'ils le veulent vraiment? C'est la grande question. Et les réanimations sont loin d'être saturées. Je peux vous dire qu'à l'assistance publique hôpitaux de Paris, j'ai les chiffres d'aujourd'hui, il y a un petit nombre de réanimations qui ont plus de 10 patients hospitalisés en réanimation, et les malades de réanimation sont beaucoup moins graves qu'il l'était avant. Et à Marseille, maintenant, ils ont eu ce phénomène il y a 15 jours et on les a stigmatisés et c'est en train de baisser à Marseille. Et oui, ça baisse, mais le nombre de cas positifs sont toujours en deuxième vague, comme la propagande des médias. Alors, professeur Toussaint, d'où vient cette légère augmentation? Ce que l'on voit actuellement est une augmentation liée à la saisonnalité. Partout en Europe, cette augmentation se mesure sur les cas et très lentement sur la mortalité. Partout ailleurs, et en particulier en Amérique du Sud comme en Amérique centrale, le nombre de décès quotidiens diminue chaque jour. Ça veut dire que dans cette bascule, on est bien sur un effet de saisonnalité dont nous avions exprimé les tenants depuis le mois de mars. Donc en fait, c'est un virus respiratoire qui devient saisonnier et qui a exterminé également le virus de la grippe au niveau mondial, comme nous allons le voir un peu plus tard. Donc quand le directeur général de l'AP-HP, Martin Hirsch, nous dit le 24 octobre, la situation est grave, le 24 octobre, il y aura au minimum entre 800 et 1000 patients dans les services de réanimation, soit environ 70 à 90% de capacité actuelle. Non mais ce sont des projections qui sont fantaisistes, parce que dans tous les pays, quand il y a un petit rebond, parce qu'il n'y a pas de deuxième vague nulle part au monde, il y a des petits rebonds, parce que comme les gens n'ont pas été contaminés au mois de mars-avril à cause des confinements, ils sont contaminés maintenant, heureusement avec un virus qui est beaucoup moins méchant. À l'hôpital, je vois les malades, ils sont beaucoup moins sévères qu'avant, même en réanimation. Encore le même Martin Hirsch qui nous lit dans sa boule de cristal, alors que les gars, ils se plantent depuis le départ. Mais c'est toujours eux qu'on écoute. Et bientôt, on n'aura pas d'autre choix que de les écouter, eux uniquement. Car la censure va passer au niveau supérieur très bientôt. Écoutez. Il faut ensuite, et ça peut être assez rapide, relancer
relancé la loi Avia, qui a été censurée quasiment intégralement par le Conseil constitutionnel avant l'été, qu'on peut très bien remettre sur l'établi en changeant s'il le faut la Constitution. Le texte peut passer très vite à l'Assemblée et au Sénat, on fait un congrès, mais profitons de cette tragédie, si j'ose dire, pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. Alors vous avez bien entendu le barbier, nous pouvons profiter de cette tragédie pour mettre en place la censure. Profiter de cette tragédie, franchement c'est abject. On parle d'un homme, Samuel Paty, paix à son âme, décapité, et les gars au pouvoir profitent de cette tragédie pour mettre en place la censure des réseaux sociaux. Alors venez sur Odyssée, il n'y a aucune censure. Et abonnez-vous à l'association Bon Sens pour lutter tous pour nos droits. Nous devons tous réagir rapidement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les grands opérateurs des réseaux sociaux auraient entre 1 heure et 24 heures selon les contenus pour faire disparaître les contenus haineux, et sinon eux seraient considérés comme responsables, voire complices. Cette loi a été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Il faut maintenant la faire repasser au nom aussi de la liberté d'expression. Imagine l'ineptie totale du gars. Il dit que la loi Avia avait été cassée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'expression. Et il faut la faire repasser au nom de la liberté d'expression. Va comprendre la logique du gars. Pour lui, c'est uniquement la liberté d'expression de la pensée unique de la dictature en marche. Il y a un tiers seulement des malades qui sont en ventilation artificielle, alors que c'était 100% il y a quelques mois. Vous êtes en train de nous dire que le virus est moins grave? Bien sûr, mais c'est publié. Ça a été publié par plusieurs équipes dans le monde. Moi, j'étais jeudi avec le Premier ministre au point de situation quotidien de la PHP, et tous les professeurs qui étaient autour de la table ont tenu un discours inverse au vote. Bah oui, c'est vrai qu'on peut faire confiance à la PHP car ils doivent être des experts intègres financés à hauteur de 92 millions d'euros par les laboratoires pharmaceutiques en 2018. Regardez dans les sources. Écoutons tout de suite un autre homme intègre. À chaque fois que vous avez des formes graves de virus, vous avez à côté de ça des morts. Et vous avez à chaque forme grave des personnes qui sont moins âgées. Le président de la République l'a très bien expliqué hier. Des gens qui peuvent être plus jeunes, votre âge, le mien, qui peuvent perdre l'odorat, qui peuvent perdre le goût, qui peuvent faire une espèce de grippe terrible qui les colle au lit pendant 2 semaines, qui peuvent avoir des séquelles respiratoires. Voilà, et tout ça est donné sans absolument aucun détail sur un pourcentage du nombre de malades concernés. C'est vrai que ça peut arriver, mais les proportions sont extrêmement basses. Je rappelle que l'âge médian des morts du coronavirus est passé de 80 ans au printemps à 84 ans à l'heure actuelle. Donc on peut clairement voir que les jeunes sont une infime proportion dans les chiffres officiels. Mais revenons sur ces professeurs de l'APHP qui nous donnent une vision catastrophique. Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt? Excusez-moi. Est-ce qu'ils ont donné leur... qu'on est déjà aujourd'hui... Est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avant de parler? Si vous m'interrompez, est-ce qu'ils ont donné leur lien d'intérêt avec l'industrie avant de parler? Ça, c'est capital. Non, je rentre pas... Enfin, excusez-moi, je suis désolé. Ça m'avait pas l'air d'être lié à l'industrie. Alors le gars, le député, ça l'intéresse pas que des professeurs aient des liens avec des laboratoires pharmaceutiques. Car c'est vrai que les laboratoires pharmaceutiques nous veulent que du bien. Écoutons une petite histoire. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons remis le résultat au médecin-chef des zones, tout de suite, il s'est interposé. Alors c'est quoi donc les ACT? Les ACT sont en fait des médicaments que les laboratoires vendent en Afrique contre le paludisme. C'est un énorme business. Alors imaginez que cette tisane à base de plantes, l'Artemisia annua, chamboulait tout pour eux. Une perte de pognon de dingue. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Il faut vraiment se rendre compte de la puissance de ces groupes pharmaceutiques. C'est l'industrie la plus lucrative dans le monde. En quelques décennies, les laboratoires pharmaceutiques sont devenus des géants financiers dont la stratégie est largement dictée par les marchés financiers. Depuis 1999, ils ont engrangé plus de 1000 milliards d'euros de bénéfices, dont 90% furent directement redistribués aux actionnaires. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces.
Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. Vous imaginez, on comprend bien que ces gens sont dangereux, sans limite. Des milliards d'euros sont en jeu et pour certains, ils peuvent aller très loin pour remplir leur compte en banque. C'est juste affligeant. À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes on l'a observé. Et là, les patients n'achetaient plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. En gros, fais gaffe parce que tu as résisté à l'empoisonnement, mais la prochaine fois, peut-être pas. Allez, retour sur le plateau. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis le mois de mars? Parce que on nous dit... Au mois de mars, on avait un pic énorme. Maintenant, on a une petite vaguelette. C'est sûr qu'il y a... C'est une vaguelette selon Bien sûr, mais regardez les chiffres de Santé publique France, c'est les chiffres officiels. Ça n'a rien à voir avec la situation du mois de mars. Avant, on avait des malades gravissimes, on ne pouvait même pas les passer en réanimation. Les réanimations étaient saturées. Maintenant, les réanimations, ils ont des malades moins graves, ils les gardent un peu plus longtemps. Donc... Mais pourtant, c'est pas ce que nous racontent les médias de propagande. Heureusement qu'il nous reste Internet pour avoir accès à la réalité. Aujourd'hui, il faut qu'on mette les garanties suffisantes dans la loi pour permettre cette censure des réseaux sociaux lorsqu'ils enfreignent nos libertés les plus fondamentales. Et la vraie question, c'est que je me demande s'il ne faudrait pas obtenir enfin la levée de l'anonymat sur les réseaux. La levée de l'anonymat, ces réseaux sociaux derrière lesquels on peut se réfugier, dans lesquels on peut se réfugier derrière un pseudo pour dire n'importe quoi. Vous avez bien entendu quand elle dit qu'il faut permettre cette censure des médias sociaux lorsqu'ils enfreignent nos libertés fondamentales. En accentuant bien avec sa main. On comprend bien de quelle liberté fondamentale elle parle. Celle de diffuser leur propagande sans aucune opposition. Alors je le répète encore une fois, venez tous nous rejoindre sur Odyssée et abonnez-vous à l'association Bon Sens pour mener des actions collectives afin de défendre nos droits face à ces imposteurs. Visiblement, on n'a pas créé plus de places de réanimation. Est-ce qu'elles vont pas arriver à saturation ces places? Un exemple très précis. À Marseille, il y a 15 jours, le ministre a dit Marseille, c'est la catastrophe, on ne sait plus où mettre les malades en réanimation. Moi, j'ai appelé mes collègues à Marseille, ils ont rigolé en disant on a des places libres. C'est pas tous les collègues. Et il fallait envoyer des TGV pour sauver les Marseillais à Paris. Maintenant, on nous fait le même coup, alors qu'à Marseille, il y a plein de lits de réanimation vides. On nous dit à Paris, c'est la saturation, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai tous les chiffres de l'assistance publique et toute l'Île-de-France. Les lits de réanimation sont pas encore saturés, ils vont l'être, monsieur. Et oui, encore ce député de la dictature En Marche qui nous refait le coup de la boule de cristal. Mais d'où vient cette pseudo-saturation des lits? Comment se fait-il que depuis 6 mois, on n'ait pas été en mesure, alors que très clairement, le gouvernement n'a pas suivi les analyses que nous pouvions faire, mais beaucoup plus celles que lui présentait le Conseil scientifique, si à partir de ce moment dans lequel il était placé, l'ensemble des moyens avaient été mis progressivement en face, si l'ensemble des ARS pouvaient disposer de cela, alors à ce moment-là, les 4000 lits qui ont été annoncés vendredi dernier bénéficient à l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Je rappelle juste comme ça, comme tout le monde le sait, que le comité scientifique a d'énormes liens d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Alors pourquoi les lits de réanimation vont être saturés? Et pourquoi ils vont l'être? Mais parce qu'il y a aujourd'hui un niveau de contamination. Mais non, le niveau de contamination, ça repose sur des tests bidons. C'est faux, ce niveau de contamination. Je suis désolé. Faut arrêter de dire ça. Plus il y a de cas, plus dans 15 jours, 3 semaines, il y aura des cas graves. Les cas, c'est des faux tests positifs, c'est pas les cas. Alors écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est la vérité, et encore une fois, c'est peut-être les derniers moments de vérité, car ils veulent vraiment tous nous censurer. Écoutez. Il y a besoin d'imposer à tous les fournisseurs d'accès de révéler très vite les identités. Moi, je suis pour qu'on ait des juridictions spéciales qui ne soient pas naïves, mais qui des magistrats qui sont affectés spécifiquement à ce type de dossier pour permettre de faciliter les expulsions, pour permettre de renvoyer chez eux des gens dont on sait qu'ils partagent une propagande et qu'ils diffusent une propagande inadmissible aux yeux de la République. Et à côté de ça, pour que les réseaux sociaux ne soient pas anonymes, on a besoin effectivement de pouvoir révéler très vite l'identité des auteurs. Voilà, je pense que le message est clair. Il voit bien que la résistance s'organise sur les réseaux sociaux et veulent totalement détruire cette résistance. Nous devons réagir très vite et tous ensemble. Olivier Véran nous disait sur France Télévisions, sur France 2 jeudi soir, que pour 1000 malades, 5 vont en réa, 5 vont mourir. Attendez, la mortalité n'a pas augmenté, elle a augmenté un petit peu, je le reconnais, il y a eu une petite vague, un peu plus de morts depuis quelques temps.
Selon les jours, c'est 50, voire 80. Quelquefois, c'est monté à 100 décès pour 67 millions de Français. C'est ce qu'on voit tous les ans pour n'importe quelle infection respiratoire. On met pas tout le pays sous cloche, on ferme pas les restaurants. Alors, je vous parlais de la grippe qui avait certainement dû être contaminée par le coronavirus et en mourir, car regardez le nombre de décès sur la planète entière du virus de la grippe. Comme on peut le voir, le virus de la grippe a des pics épidémiques pendant les hivers, mais tue toujours tout au long de l'année. Et c'est comme ça depuis des décennies. Et regardez cette année, le virus de la grippe a quasiment disparu de la surface de la planète depuis que le coronavirus est apparu. Bizarre, vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Comment vous expliquez que ces décisions sont prises dans d'autres pays européens? Non, ça veut dire que, mais si, bien sûr, ça veut dire que la politique des autres pays européens locaux, ont pris d'ailleurs cette décision avant le niveau de contamination que nous avons aujourd'hui. Ils ont pris les mêmes décisions. Comment vous expliquez cela? Non, attendez, on raconte beaucoup de choses. Je peux vous dire que le seul pays qui a eu une contamination plus forte que nous, c'est l'Espagne, c'est en train de diminuer. En Allemagne, c'était très localisé, c'était un canton ou deux qui a reconfiné. Oui, en Allemagne, comme on peut le voir, ils ont un bon nombre de cas qui a bien remonté, mais qui est 5 fois moins élevé qu'en France. Ils ont seulement 6000 cas positifs par jour. Comme c'est bizarre encore. Et oui, car eux, ils font les tests en respectant les 25 cycles. Car au-delà, on trouve même les papayes positives. En France, on est à 45 cycles. Et regardons le nombre de morts en Allemagne. On peut voir que c'est comme en France, une légère augmentation. Ils ont environ 15 morts par jour. C'est incroyable, non? Faut juste traverser la frontière pour diminuer le nombre de cas positifs et de morts. Qui meurent aujourd'hui en France? Ce sont des personnes âgées. Et maintenant, c'est des personnes encore plus âgées qu'au mois de mars. Et des personnes qui ont des comorbidités énormes. C'est pas d'emmerder les jeunes dans les bistrots qui sont... Il faudrait plutôt confiner les personnes âgées. Pas confiner, c'est de protéger les personnes âgées, de donner des moyens dans les EHPAD, de dépister, parce que moi j'ai eu plusieurs médecins d'EHPAD, les maisons de retraite qui sont venus me voir paniquer, parce qu'à cause de Véran qu'il faut faire des millions de tests qui servent à rien, les gens font 100 mètres de queue dans la rue, c'est complètement ridicule, en train de ruiner la sécu, des milliards d'euros qui partent en fumée. Mais non, c'est des milliards d'euros qui partent dans les poches des laboratoires et de leurs investisseurs comme Bill Gates. Bill Gates, il a des opinions sur tout, mais ce qu'il sait surtout faire, c'est de l'argent. De mon point de vue, il ferait mieux de rester à faire ça. Peut-être qu'il fait aussi de l'argent avec ça. Voilà, rien à ajouter. Retour sur le plateau. Les tests, ils sont utiles pour les gens dans les EHPAD. Parce que moi, les gériatres, ils me disent quand on a une personne âgée qui tousse et qui a de la fièvre, c'est assez fréquent, on peut pas faire le test, il faut attendre 10 jours le résultat. Comment voulez-vous avoir une action de santé publique, d'isoler les malades, de les traiter très précocement par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine? Ce que font beaucoup de pays, je vous sais qu'en Allemagne, tous les médecins généralistes ont une fiche comment prescrire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, le zinc, voire l'artémisia. Et oui, comme la Russie qui l'a remis au goût du jour, la Belgique, la Suisse, le Portugal, l'Italie l'a bizarrement stoppé, mais un énorme collectif de médecins italiens a signé une pétition pour que cette bithérapie soit réautorisée dans le pays. On vit dans un monde de dingue. Ce couvre-feu, ces mesures coercitives sont une instrumentalisation de la peur pour faire peur aux Français jusqu'à l'arrivée du vaccin qui va servir à rien parce que cette épidémie aujourd'hui est très peu dangereuse en population générale. Il y a quelques personnes à risque qu'il faut protéger. Et c'est pour ça, on fait peur aux Français, portez le masque et on vous libérera du masque le jour où vous accepterez le vaccin. Et ça, c'est pas normal. Écoutons un autre homme intègre. Pour pouvoir utiliser un vaccin, si vous voulez, il faut que le bénéfice par rapport au risque soit très important. Or, nous savons que dans une situation qui n'est pas gérée de manière déraisonnable, les gens qui ont moins de 60 ans, il n'y a pas de mort chez les gens de moins de 60 ans si on fait attention, sauf les gens qui ont un cancer avec des métastases, des choses comme ça. Donc les gens qui sont atteints sont les gens de plus de 80 ans ou plus de 85 ans, et on sait bien pour la grippe que ces gens sont très très peu réactifs au vaccin, et donc ça va être compliqué de faire des vaccins pour eux. Et oui, mais ça, ils vont nous l'imposer avec encore une fois de la répression. Écoutons un autre très grand monsieur que je n'ai plus besoin de présenter. Parce que vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression. Eh ben, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Rien d'autre à ajouter à part que la démocratie en France, c'est plus qu'un mot dans le dictionnaire. Alors moi, je connais des gens de mon âge qui l'ont eu et qui ont des séquelles, cher monsieur. Donc c'est quand même pas rien. Ce n'est quand même pas rien. Et pourquoi ils ont pas... Vous pouvez pas dire que ça n'atteint... C'était des personnes qui étaient en pleine santé. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que cette maladie ne concerne que les personnes les plus fragiles. Cher monsieur, s'ils ont eu des séquelles, c'est qu'ils n'ont pas été traités par l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Voilà ce que je leur dirais. Parce que c'est une... Mais vous avez des études Bien sûr, c'est publié. Ah oui, vraiment. Il y en a beaucoup. On est en train de faire une méta-analyse qui va être publiée prochainement dans un grand journal scientifique. Mais elle est... Et oui, de plus en plus d'études, même randomisées, ont démontré dernièrement encore l'efficacité de la chloroquine
chloroquine. Alors YouTube, je ne fais pas la promotion de la chloroquine. Je relaie juste des infos sur les dernières études publiées, dont la méta-analyse du professeur Harvey Risch de l'université de Yale aux États-Unis, qui est considéré comme le plus grand expert en épidémiologie. Mais au fait, qui a passé la chloroquine en substance vénéneuse? Oh, c'est pas passé par la tête de Madame Buzyn, c'était une demande de Sanofi depuis quelques mois. Donc moi je suis pas. C'est à Sanofi à poser la question parce qu'après si j'ai. Les laboratoires Sanofi. Oui. Le laboratoire Sanofi qui commercialise l'hydroxychloroquine, qui comme ça d'un seul coup, alors que ça faisait des décennies que c'était prescrit en vente libre, qu'il n'y avait aucun effet secondaire grave signalé, il y avait aucun signalement à l'agence du médicament. Ça leur a pris de dire ce médicament est très dangereux, c'est une substance vénéneuse. Voilà donc évidemment encore un laboratoire pharmaceutique qui est derrière tout ça. Cherchez l'erreur. Elle est contredite par la majorité de vos confrères. Non, mais attendez, demandez-leur leur lien d'intérêt. Demandez-leur leur conflit d'intérêt avec l'industrie avant de parler. Ils n'ont pas le droit de s'exprimer avec ces liens d'intérêt majeurs qu'ils ont avec l'industrie pharmaceutique. C'est honteux. Et oui, c'est clairement honteux, surtout quand la plupart de ces médecins ont des liens d'intérêt avec Gilead, le gentil laboratoire qui nous veut que du bien. Gilead, qui rachète à une start-up le Sovaldi, demande aux États-Unis 90 000 € pour le traitement. Par personne, hein. Ouais. 42 000 en France, 2 000 € en Thaïlande, 750 € en Égypte. Ça veut dire qu'en fait, à la tête du client. Comment l'industrie fixe ses prix? Pas du tout en fonction des coûts de recherche et développement, simplement en fonction de la prospérité du marché qu'ils visent. Voilà donc en gros les groupes pharmaceutiques font juste du pognon, nous soigner éventuellement de temps en temps, mais nous piller tout le temps. On n'a pas de chiffres précis en France, on a des chiffres aux États-Unis. L'épidémie de Corona a fait tripler le nombre de dépressions et de suicides. Il faut savoir ça, que beaucoup de jeunes qui ont perdu leur emploi se suicident aujourd'hui. Ils retournent chez leurs parents à 40 ans parce qu'ils n'ont plus de quoi payer, ils n'ont plus de boulot, ils n'ont plus de quoi payer leur loyer. C'est dramatique pour une partie importante de la société et nos jeunes qu'on est en train de détruire. Et oui, comme vous pourrez le voir dans les sources, un quart des jeunes adultes américains ont pensé au suicide à cause de cette épidémie médiatique et politique. Si on va en avant, est-ce qu'il faut à ce moment-là rendre responsables les restaurateurs, les gérants de salles de sport, l'ensemble d'une activité économique extraordinairement importante? Est-ce qu'on doit les mettre sur le côté? Est-ce qu'on leur doit, à ce moment-là, les faillites, les licenciements qu'ils nous annoncent tous les uns après les autres, sous prétexte que l'on n'a pas su organiser l'hôpital? Il y a quelque chose qui est tout à fait paradoxal en ce sujet. Et oui, alors que les plus riches sont en train de se gaver sur notre dos, alors que nous, le peuple, commençons à voir tous nos frigos se vider, les dettes s'accumuler, nos anciens mourir, nos enfants sans aucune joie, et nos liens sociaux totalement détruits par ces mesures liberticides. Rejoignez bon sens, cela doit cesser. Moi, je sais qu'on veut ma peau, comme on peut pas m'achever, on veut la peau de mon service. Et maintenant, en plus, on m'en veut parce que dans l'assistance publique, j'ai tenu des propos dissidents. On est en train d'essayer de mettre à mort mon service, il faut le savoir aujourd'hui. Hein. On m'enlève les moyens. Ah, carrément. Quand je demande des moyens, on me dit non, c'est pas possible. Il y a des gens, alors je peux pas, j'ai pas de preuves écrites, mais il y a des pressions sur les jeunes de mon service pour quitter le service, parce que comme ils voient qu'ils peuvent pas m'abattre, parce que j'ai quand même ma grande gueule et que je vais pas me laisser influencer par des gens pour qui j'ai pas beaucoup de respect. Voilà comment encore les labos essayent de faire taire la vérité. Nos médecins les plus expérimentés, tout ça pour qu'une poignée de milliardaires s'accapare encore plus de nos richesses. Réagissons tous ensemble, mes amis, regroupons-nous et attaquons-les en justice. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.